L'atelier existe depuis 1917 et les activités ont évolué entre la sculpture statuaire, la sculpture d'ornement, l'ébénisterie, ponctuellement la menuiserie et l'agencement, tout au fil de ces années. L'ébénisterie, d'un côté, pour nous, ça a longtemps, c'est beaucoup un métier de création. Nous inventons de nouvelles formes, nous répondons à des besoins, mais il y a aussi tout un aspect, et que je crois qu'il est très important, de sauvegarde du patrimoine. Et puis également une activité de travail traditionnel pour des personnes qui, eux, préfèrent des formes reprises des siècles antérieurs. Donc, si vous voulez, il y a à la fois de la création, à la fois de la restauration et à la fois de la copie d'anciens. Disons les choses un peu simplement comme ça. En sculpture, c'est un peu différent. Ma sculpture, telle que je la vois, elle est quand même relativement traditionnelle. Mais ce que je préfère, c'est effectivement la personne, l'homme, la femme. Pour moi, le plus beau travail de sculpture, c'est de réaliser un portrait, un buste. Et nous faisons des choses relativement diverses. Si je parle du particulier, pour un particulier, on peut être appelé à créer des meubles de séjour. C'est un peu ce que nous faisons le plus. Des petits aménagements pour une entrée, de très belles chambres à coucher, des bureaux, des salles de bain aussi, des salles de bain et des cuisines, parce que souvent, on intervient dans des choses très techniques, mais où le client souhaite justement une patte qui ne soit pas celle qu'il trouve ailleurs. Ensuite, ce qu'on appelle en général les collectivités. Pour nous, ce sont essentiellement les églises, mais il y a aussi de temps en temps une mairie ou une chose comme ça. Bon, église, ça veut dire sculpture statuaire, ça veut dire aménagement d'hôtels, d'ambons, de sièges, de célébrants, ça veut dire des bancs pour les églises, donc tantôt en transformation, en restauration, et tantôt du neuf. Quand nous touchons à une restauration, il y a souvent une double obligation, un double devoir, si vous voulez. D'une part, il ne faut pas dénaturer l'objet, parce que nous sommes au service de cet objet, au service de ceux qui l'ont fait et au service de ceux qui vivent avec. Et ensuite, il faut quand même l'adapter aux besoins d'aujourd'hui. La création d'un nouveau meuble, ça commence par l'écoute des personnes qui sont en face de nous, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, il y a le crayon, il y a le papier. Ensuite, on commence à faire des croquis. Un croquis, 2 croquis, 10 croquis quelquefois. Et alors, 2-3 jours après, on se dit « Ah là, ça c'est pas bon. Allez, on faut recommencer. » Et puis on continue, on cherche un chemin comme ça, comme un sentier qu'il faut découvrir. Et quand on a à peu près établi ce que l'on souhaite que ce soit, il faut voir si c'est faisable. Donc c'est un long parcours quelquefois, un long parcours. Il n'est pas rare que pour certains travaux, on rencontre notre client 3 ou 4 fois avant de pouvoir dire maintenant c'est ça qu'on veut. Dans mon esprit, il ne faut pas du tout opposer le côté fonctionnel au côté esthétique. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que les deux aspects soient constamment réunis. Ça me désolerait de faire une paillasse de laboratoire qui ne soit pas belle. D'ailleurs, mes clients, en général, quand ils viennent chez nous, c'est aussi un peu pour ça. Ils veulent que ce soit propre, nickel, mais ils veulent aussi que ça ait de l'allure. Et c'est vrai pour tout. Inversement, faire un meuble qui soit très beau, mais sur lequel on ne puisse pas s'asseoir, pour moi, c'est une hérésie, c'est impensable. Un jour, Madame de Pape, Madame Panchega de Pape, le conservateur en chef du musée Unterlinden, m'a dit que ce serait intéressant de faire quelque chose pour les malvoyants qui leur permette d'accéder au retable d'Isenheim. L'idée était de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des reliefs qui permettent aux malvoyants justement de découvrir toute la composition du retable d'Isenheim. Et donc on a conçu le projet de faire se traduire, d'une certaine façon, le retable d'Isenheim de manière à ce que les malvoyants puissent le découvrir, le comprendre, l'aimer. On est obligé de simplifier. On ne peut pas rendre le retable dans toute sa diversité, toute sa richesse, c'est absolument impensable. Donc on fait d'entrée de jeu. On sacrifie quelques détails, aussi pour que ce soit plus facile d'y accéder. Notre problème, ce n'est pas les aveugles.
Notre problème, c'est les bienvoyants qui voient d'un côté le retable dans toute sa richesse et toute sa splendeur et qui ne devraient pas être déçus en voyant le petit travail de sculpture que nous faisons à côté. Quand Madame de Pape en a parlé en premier, c'était à l'évidence parce qu'elle souhaite nettement que les malvoyants ne soient pas oubliés devant les beautés de nos musées. Pour moi, ça fait partie d'un de ces défis. Et donc, si vous voulez, une fois qu'on a accepté de jouer le jeu, on essaie de gagner le challenge, hein, c'est évident, quoi. Quand nous travaillons sur des grandes œuvres, on les regarde, on est en admiration, non pas de notre travail, mais en admiration de ce qui est là. Et c'est ça qui me plaît, d'avoir fait des choses qui aient plu à des personnes, qui leur plaisent 20, 30, 40 ans après, tout autant, et qui sont des liens entre nos clients et nous. Ce travail pris comme ça est un plaisir. Alors on gagne aussi sa vie avec ça, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire que de la poésie, hein, mais on gagne notre vie avec passion, avec plaisir. Et puis des fois on ne calcule pas tellement, peut-être des fois pas assez, quoi. L'essentiel pour nous, c'est que ça soit réussi.